Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de TLT. Dans l'actualité de ce jeudi 11 décembre, le CISCA ouvre ses portes. Découvertes, dégustation et pédagogie autour de la ferme. Les universités investissent la rue pour défendre l'enseignement supérieur et la recherche. Et le Stade toulousain se prépare à affronter les Warriors samedi en Écosse. Mais tout d'abord, cette information de nos confrères d'Europe 1. Mohamed Merah aurait braqué une bijouterie toulousaine entre ses meurtres de Montauban et la tuerie de l'école aux Aratora. 3 hommes emportent un butin de quelques 200 000 € d'or et de bijoux. Les enquêteurs retrouvent dans la boutique une cartouche 1143, une erreur qui signe ce braquage du nom de Merah. Le produit de la vente des bijoux aurait partiellement servi à l'achat d'armes. Le reste aurait été retrouvé dans la voiture de Mohamed Merah. Une découverte qui ne modifie pas fondamentalement le cours de l'enquête, mais qui confirme que si Mohamed Merah a bien tué seul, il a bénéficié d'une aide logistique. Veaux, vaches, cochons, ils sont tous là, prêts à parader pour le CISCA. Le salon de la qualité alimentaire a ouvert ses portes ce matin au parc des expositions de Toulouse. Cette 12e édition était inaugurée par la secrétaire d'État Carole Delga aux côtés de Martin Malvy, le président de région. Petit tour dans les allées avec Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Créé en 2002 en réaction à la crise de la vache folle, le Salon de la qualité alimentaire est l'un des événements qui a permis de redorer l'image de l'agriculture en mettant en lumière des productions responsables. Grâce à ce type de salon, l'agriculture démontre qu'elle sait allier écologie avec production, qu'elle sait aussi mettre en avant des produits de grande qualité qui font l'identité, qui sont le patrimoine gastronomique de nos territoires. Tous les produits qui sont ici sont des produits qui sont issus de production sous charte, sous label, avec de la recherche. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi bien l'apiculteur qui a ses difficultés que l'INRA qui vient démontrer ses études sur les végétaux. Le CISCA attire chaque année 80 000 visiteurs. Pour cette nouvelle édition, 200 producteurs de la région sont présents. Nombre d'entre eux souhaitent transmettre un message positif. Aujourd'hui, si l'agriculteur il sait prendre conscience, travailler l'aspect commercialisation, valorisation de ce qu'il produit pour amener de la valeur ajoutée, il peut vivre dignement de ce métier et il peut aussi créer de l'emploi. C'est un message qui pour moi est essentiel. Oui, on est des passionnés, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Maintenant, les choses ont également évolué quand même dans l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, on est souvent dans des GAEC, on sait se relayer. Voilà, je dirais que le bien-être au travail a aussi évolué dans l'agriculture. Le CISCA est aussi l'occasion de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la qualité alimentaire. La ferme et le parcours d'essence leur permettent d'allier plaisir du jeu et découverte des arômes. Et dans le cadre de notre émission Carré VIP en partenariat avec le journal 20 minutes, nous recevons aujourd'hui Vincent Labarthe, élu régional en charge de l'agriculture. Interrogé par Jean-Marc Lucas et Béatrice Collin, il revient bien sûr sur le CISCA, mais également sur les ambitions d'exportation de Midi-Pyrénées vers la Chine ou encore sur la condition d'agriculteur. Carré VIP, c'est tout de suite après le journal. Quelques nouvelles de la mission Rosetta. Les premières mesures de l'instrument Rosina ont permis d'affiner la composition de la comète Chury. Ces résultats démentent l'éventuelle origine cométaire de l'eau sur Terre. Par ailleurs, les comètes du type Chury ne seraient pas toutes originaires de la même région. Peu à peu, le puzzle s'étoffe. Les chercheurs continuent à étudier la composition de l'atmosphère de la comète afin peut-être de comprendre l'origine des éléments volatiles sur Terre. Mobilisation chez Alcatel-Lucent. Il y a un an, la direction a annoncé la fermeture de 5 sites sur 7 en France. Le site de Colomiers est fermé depuis le 30 novembre dernier. Un projet de transfert de postes et de compétences avait été amorcé, mais il semble compromis. Et aujourd'hui encore, les 100 salariés ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Les explications de Sophie Voinis.
35 salariés d'Alcatel-Lucent rassemblés ce matin dans le hall de leurs anciens locaux à Colomiers, la veille d'une audience prud'homale à Paris qui pourrait bien mettre à mal leur futur professionnel. Sous le coup d'un nouveau plan social, ces salariés se voient aujourd'hui proposer un transfert de leur emploi, de leur ancienneté et des mêmes conditions de travail chez GFI à Toulouse, avec une garantie d'activité de 3 ans. Une bonne nouvelle donc, oui mais voilà, 40 autres salariés d'Alcatel, mis au courant tardivement de cette proposition de reclassement, s'estiment lésés. Ils ont donc entamé une action en justice pour mettre un coup d'arrêt à cette proposition. On comprend, nous, leur réaction, mais en même temps, nous, de notre côté, le choix aujourd'hui, c'est soit le transfert chez GFI, soit Pôle emploi. Donc voilà, c'est soit strictement rien. Voilà. Les salariés d'Alcatel à Colomiers se raccrochent comme à une bouée de sauvetage à cette ultime proposition qui leur est faite par GFI, en ayant bien conscience des conditions. La raison pour laquelle on est inquiet, c'est que le plan de transfert s'appuie sur le transfert de la totalité de l'activité. Et donc l'ensemble des salariés qui représentent cette activité. Si une partie des salariés n'est pas transférée, ça veut dire que l'ensemble de l'activité n'est pas transférée. Des salariés qui disent accuser le coup de plusieurs plans sociaux successifs, Performance en 2013, Shift aujourd'hui. Certains nous confiaient ce matin qu'ils craignent une action suspensive demain au prud'homme. On se raccroche à ce plan chez GFI comme à un dernier espoir. On veut juste un avenir, nous ont-ils dit. Une nouvelle mobilisation des étudiants ainsi que des enseignants et salariés des écoles et universités. Ils se sont retrouvés dans la rue cet après-midi. Ils protestent depuis la rentrée contre la politique d'austérité qui asphyxie le service public d'enseignement supérieur et de recherche. Pascal Solaire et Alain Sorat ont suivi le cortège. Des budgets à hauteur des besoins dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est ce que réclament ces étudiants et le collectif Science en Marche, créé en juin dernier par des biologistes rattachés au CNRS de Montpellier. Le budget alloué à l'enseignement supérieur et à la recherche a été diminué de 136 millions d'euros en première lecture du projet de loi de finances 2015. Le manque de moyens a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des étudiants et des chercheurs. On passe notre temps à faire des demandes de financement, puisque maintenant on a un financement qui se fait essentiellement sur projet, donc très finalisé. On est pour une recherche de plus en plus appliquée, alors qu'en fait, comme le disait Pasteur, il n'y a pas de recherche appliquée, il n'y a que des applications de la recherche. Donc ça, c'est pareil, c'est une dérive qui, à mon avis, ne permet pas d'aboutir à mieux soigner les gens ou faire des découvertes plus importantes. Toutes les universités maintenant, avec leur autonomie, sont vraiment en très grosse difficulté pour assurer leur budget. Là, à Paul Sabatier, je ne sais même pas si tous les salaires vont pouvoir être payés au mois de décembre. Là, ce mur, c'est un mur de CV de gens qui ont tous entre 5 et 10 ans d'études supérieures. Ils vont faire quoi après? On ne leur propose pas de poste. Au CNRS, on a déjà annoncé que les recrutements vont être catastrophiques pendant les 4 prochaines années. Sur le site du collectif Science en Marche, des photos prises par les étudiants témoignent de la vétusté de locaux dans les universités comme Paris, Reims et ici Paul Sabatier à Toulouse. Et à Paul Sabatier, on a beaucoup de préfabriqués où il n'y a aucun chauffage en hiver. Là, on commence à le sentir. On a des amphis qui sont délabrés, où il n'y a même pas de quoi mettre un vidéoprojecteur pour pouvoir passer les cours. Les L1, on leur supprime les TP. Nous, on est 3 ou 4 par paillasse alors qu'on est censé être 2 maximum. En télé, on est 45 au lieu de 36. Les polis, on les imprime nous-mêmes. Mais je ne vais pas vous faire toute la liste de la galère qu'il y a à Paul Sab. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qu'il nous faut, c'est des professeurs pour nous permettre d'étudier. Demain, lors du dîner annuel de la conférence des présidents d'université, François Hollande devrait annoncer le rétablissement de 70 millions d'euros de crédit aux universités. Il reste à savoir si cette annonce apaisera la colère du monde étudiant. Et ils étaient près d'1 millier, ces étudiants, enseignants et personnels des universités dans les rues de Toulouse. Pierre Cohen organisait ce matin la conférence de presse du groupe municipal d'opposition en avant-première du conseil municipal de demain. Au programme, le budget et la police. Les détails avec Marlène Canal. Première source de satisfaction pour Pierre Cohen. Aujourd'hui, le budget du côté de la majorité, on annonçait un gaspillage, un trou de 100 millions d'euros laissé par la précédente municipalité. Eh bien, il n'en est rien. Il n'y a pas de trou. C'est-à-dire qu'il y a quelques emprunts qui ont été... Alors, on n'a pas les derniers chiffres d'emprunts, mais on peut s'apercevoir quand même que, globalement, c'était ce qu'on avait prévu et qu'on se retrouve avec une véritable continuité par rapport aux 6 ans. Maintenant, sans nier, évidemment, les difficultés qui nous attendent concernant
concernant la diminution importante des budgets de l'État. Inquiétude en revanche du côté de l'opposition, la gestion des finances. Du côté de la ville de Toulouse, elle se ferait au détriment de la communauté urbaine. Par exemple, la ville de Toulouse quasiment arrêterait de donner, je dirais, une partie non négligeable de ces 15 millions d'euros pour le transport auprès de la communauté urbaine. Donc ce qui veut dire qu'on sent se dessiner une politique d'augmentation de la fiscalité à la communauté urbaine, pas d'augmentation à la ville de Toulouse, de l'investissement à la communauté urbaine, mais je dirais une sorte de ronron à la ville de Toulouse qui correspond bien à ce qu'on voit depuis 6 mois, c'est-à-dire abandon de projet et pas d'ambition. Demain, lors du conseil municipal, la nouvelle convention qui coordonne l'action de la police nationale et la police municipale doit être dévoilée. Elle soulève quelques inquiétudes chez Pierre Cohen. On arme les policiers, on est en train de casser l'office de la tranquillité avec un contenu qui est simple maintenant, c'est-à-dire que où on répond sur les encombrants, ou alors on répond par la police et on n'a plus cette notion de médiation qui permettait pour un grand nombre de nuisances qui ne sont pas, je dirais, de la véritable insécurité, mais qui agacent, qui perturbent les habitants et qui nécessitent de la confrontation, de la discussion, voire même de la sanction, peut-être si c'est nécessaire. Donc on a bien là une sorte de confusion des gens. Enfin, petit clin d'œil de Pierre Cohen qui a clos ce rendez-vous d'avant conseil municipal en se félicitant du changement d'avis de Jean-Luc Moudin concernant la machine. Elle s'installera bien à Montaudran. Et demain matin, c'est au tour de Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, de tenir une conférence de presse juste avant le conseil municipal. On passe au sport. En hand, le Phénix a fait match nul hier soir à Aix-en-Provence, 27 partout pour la 13e journée de D1. Malgré un bon début de rencontre et avec le retour de Valentin Porte dans leur rang, les Toulousains n'ont pas réussi à se distinguer. Victoire en revanche en volée, les Spacers ont gagné hier soir 3-7-0 face à Saint-Nazaire. Une victoire bonne pour la confiance et qui permet aux Toulousains de se replacer au 6e rang de la Ligue A. Enfin en rugby, le Stade Toulousain se prépare à partir en Écosse samedi pour le match retour de Champions Cup. Les Rouges et Noirs ont gagné la semaine dernière contre les Warriors 19-11. Leur objectif cette semaine, c'est de faire au moins aussi bien outre-Manche. Mais la rencontre n'est pas gagnée. On écoute Romain Miloshlowski et Yann David au micro de Gilles Vidotto et Julien Girier-Dufournier. On sait qu'on va être attendu de toute façon à Glasgow. On s'attend à un match très compliqué, encore plus dur, avec un arbitrage sans doute Coupe d'Europe et qui plus est à l'extérieur. Donc toute l'équipe est mobilisée, tout le groupe est mobilisé. On a pu quand même bien travailler cette semaine. Là, le tout, c'est de réussir notre sortie samedi. On s'attend de ces déplacements de toute façon à un match très, très âpre, très difficile, une équipe forcément revancharde parce qu'ils ont envie de récupérer la tête de la poule. Ils sont vraiment très très bien organisés à l'image de beaucoup d'équipes anglo-saxonnes, ils sont très rigoureux, malgré le nombre de pénalités qu'ils ont pu prendre, ce qui nous a aussi servi, mais c'est vrai qu'ils sont très bien organisés en défense, en attaque, ils proposent un très beau rugby, ils ont des joueurs de grande qualité. Il va falloir être très patient chez eux, justement ne pas craquer, que ce soit en défense ou en attaque, justement prendre notre temps et être très patient. Eux vont savoir l'être, ils vont chercher à nous faire craquer, que ce soit en défense ou en attaque. Donc voilà, à nous de jouer en conséquence. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'actualité sur TLT demain avec François Guin. Très bonne soirée à tous.